Nous n'allons pas tarder. T'as vu le silence tout de suite, hein? Il y a beaucoup d'autorité dans ma voix. J'affiche l'Assemblée générale qui aura lieu donc le 29 mars ici même. Et ce qui serait chouette de votre part, c'est de vous inscrire, soit par Internet bien sûr, soit il y a une petite feuille là-bas, c'est un peu pour savoir combien nous serons, parce qu'il y aura un spectacle, et puis il y aura Serge Volikov, notre parrain, qui viendra parler de sa conférence, et on a invité un marquis qui s'appelle le marquis de Pomereuil. J'ai un autre spectacle à vous annoncer de mon ami Gérard. Les 8, 9 et 10 avril, c'est le festival Scène Oblique. Il y en a qui veulent lui faire de la concurrence. Alors, il est organisé, vous le savez, par les MJC, par la maison, par la Ligue de l'enseignement. Le thème, c'est « Il était une fois ». Et vous verrez tout à l'heure, dans la présentation de Christian Langeois, qu'il était une fois quelque part. Donc, ils joueront une pièce de Maeterlinck, L'Oiseau bleu. Bien, on va peut-être commencer, si vous le voulez bien. Alors, le masque, vous savez, depuis quelques jours est interdit, mais on peut le mettre. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec notre ami, un ami qui est venu ici depuis très longtemps, Christian Langeois, qui nous vient de la ville de Caen, Calvados. Mais il nous vient de plus loin encore dans le temps, puisqu'il nous a fait connaître, c'est son premier ouvrage, une dame morte il y a 78 ans, qui s'appelle Marguerite Buffard-Flavien, qui fut professeure de philosophie au lycée de Marie de Champagne, qu'on appelait alors le lycée de jeunes filles. Et cette Marguerite est une héroïne, parmi les héroïnes qui vaut bien nos Jeanne d'Arc ou nos Joséphine Baker. Parfait. Alors, on l'invite chaque fois qu'il écrit une biographie, toute tournée vers le syndicalisme ou la résistance, et on a apprécié, je ne sais pas si c'était dans cette salle ou au Petit Louvre, Mineur de charbon à Auschwitz, la biographie d'Henri Krasucki, celle de Georges Ségui. Il est vrai que Christian est toujours syndicaliste, hein. Il y en a qui se lassent, mais lui, jamais. C'est bien. Il a aussi fait une conférence qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelait les chants d'honneur. Alors, chants C-H-A-N-T-S, à propos d'une militante de l'Orchestre Rouge. Et aujourd'hui, il nous emmène dans les Cévennes avec l'écrivain Jean-Pierre Chabrol. Et alors, j'ai découvert un texticule de cet auteur, et je voulais en faire profiter ceux qui ont le courage de vouloir changer le monde. Il y en a quelques-uns parmi nous, et comme nous avons la chance d'avoir avec nous une lectrice grand format, Catherine Lefebvre, c'est elle qui va nous le dire, ou nous le lire. Nous t'écoutons, Catherine. Le vieillard me disait « Mon petit, quelle chance tu as d'arriver dans un siècle où la science avance à pas de géant. Bientôt, l'homme sera tellement intelligent, tellement bon, qu'il n'y aura plus de guerre, plus d'armées, plus de frontières, plus de nations. Chacun se régalera de vivre à son aise, avec le métier qu'il aura choisi, le métier qui le passionnera. Chacun se cultivera, s'épanouira.
L'homme sera enfin un ami pour l'homme. Merci. C'était court. Je sais pas, ça vous éveille des choses. D'ailleurs, au moment même où je découvrais ce texte dans l'immense œuvre de Chabrol, une série de dépêches sont tombées sur mon ordinateur. Je vous les donne. Poutine arrêté. La Douma l'envoie pour 20 ans en Sibérie. L'Ukraine retrouve sa souveraineté. Russes et Ukrainiens s'échangent Kazatchok et Ropak, leur danse nationale. L'OTAN est dissoute et les budgets de la guerre affectés à l'université. Les Israéliens, c'est tout de suite après, elle est tombée celle-là, redonnent leur territoire aux Palestiniens. Biden lève l'embargo sur Cuba. Toutes les conventions de l'ONU, jusqu'ici lettres mortes, sont réactivées, actualisées et mises en œuvre. Une dernière dépêche m'indique que la médecine cubaine est de plus en plus efficace. Elle a ressuscité Che Guevara. Là, j'ai tiqué un petit peu. Au secours, Huchon! Mais après tout, je me suis dit, si tout le monde faisait comme moi et rêvait un peu, on pourrait la reconstruire, cette société. Plus juste, plus fraternelle. Ça serait comme dans les contes de Chabrol, qui véhiculent une grande part de rêve, un mélange d'utopie et de réalisable. Et ce serait comme dans la chanson de Ferrat, Ma France, hein, il y a une qui dit « Ce que j'ai vécu à ce que j'imagine ». Ben, ça tombe bien, c'est le titre du livre de Christian, qui va vous... Il t'en a déjà vendu pas mal, mais tu vas en décasser encore tout à l'heure. Alors, vous savez que c'est un... Enfin, il paraît que Chabrol, c'était un drôle de type, mais est-ce qu'on n'est pas tous ici des drôles de types et de typesses, on ne va pas les oublier. Nos humanités coïncident plus ou moins. Certaines s'évitent, c'est vrai, mais d'autres se chevauchent. Alors, l'humanité de Christian Langeois, c'est une humanité amicale, savante, historienne. Alors, je vous dis quelques mots avant de lui passer la parole sur la suite de notre université. Vous avez vu tout à l'heure que nous faisons notre assemblée générale ici même, et c'est toujours avec une bonne humeur culturelle, puisque seront présents Serge Volikov, un trio de comédiennes pour dire de la poésie en vrac. C'est ce que je dis. On a toujours peur de la poésie, mais je vous ai dit l'autre fois que la poésie, c'est une sorte d'alambic dans laquelle on verse la prose, on fait bouillir et il ressort des choses merveilleuses. Enfin, merveilleux, c'est pas toujours, ça peut être aussi très poignant. Alors, pour clore cette assemblée générale dans un esprit festif, nous avons, malgré nos convictions républicaines, invité le marquis de Pomereuil, qui fait de l'excellent vin rosé Oricé et du champagne. Voilà. Alors, pour voter, le jour de l'Assemblée générale, il faut avoir payé sa cotisation, bien entendu, et je vous invite auprès de l'ami Alain Ragnatella, t'es toujours là, bah ça va, il est là-bas, à payer vos 12 euros, 15 ou 20 si vous avez honte de donner si peu. Alors c'est 12 euros sans l'inflation. Et la suite de notre programme se fait en lisant notre lettre vivante. Merci donc pour votre présence et pour votre fidélité. Je te passe la parole. Ah ouais. Je remercie Jean d'avoir déjà fait des clins d'œil en direction de Jean-Pierre. Je vais dire Jean-Pierre, hein, c'est Jean-Pierre Chabrol, mais bon, peu à peu, vous savez, quand on vit plusieurs années avec la personne que l'on biographie, Jean nous faisait une rapide liste tout à l'heure, elle devient partie intégrante de
intégrante de sa vie, et on ne va pas l'appeler par son nom de famille. Hein. Ça devient un prénom, ça devient un ami, un copain, un camarade, tout ce que l'on veut. Et donc, merci pour ces clins d'œil. Les échanges que j'ai déjà pu avoir avec certains ou certaines d'entre vous, comme ça, un peu impromptus, et en particulier, on a la chance d'avoir parmi nous un compagnon de maquis de Jean-Pierre Chabrol. Hein. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre. Et ben moi, j'ai été profondément surpris et heureux de savoir, de rencontrer ce monsieur-là tout à l'heure, qui m'a dit avoir été au maquis aux côtés de Jean-Pierre Chabrol dans les Cévennes. C'est pas tous les jours que je rencontre quelqu'un, mais c'est vrai que les belles rencontres à trois, j'en ai fait quand même un certain nombre depuis une douzaine d'années maintenant. Alors donc, qu'il ait lu ou non, l'œuvre de Jean-Pierre Chabrol d'ailleurs est largement disponible, mais elle est disponible en occasion aujourd'hui, hein, sur le marché de l'occasion. Il y en a beaucoup dans les greniers, beaucoup dans les foires à Touches et Emmaüs, enfin tout ce qui se fait de livres d'occasion qui arrivent sur les étals, mais aussi sur le site de l'INA, hein, de l'Institut national d'audiovisuel, c'est-à-dire disponible pour la plupart sur Internet avec des morceaux choisis, superbes morceaux choisis de Chabrol sur Internet. Donc, qu'il ait lu ou non, nombreux sont ceux qui gardent aujourd'hui de Jean-Pierre Chabrol l'écho de sa voix, hein, son accent cévenol, celle du conteur, de l'homme de radio, l'homme de télévision, puisque, y compris sur France Culture, les nuits de France Culture, ils ont repassé du Chabrol, hein, la semaine dernière, autour d'un anniversaire de Jean Ferrat, ils ont passé une émission dont on reparlera, une fameuse émission de Chabrol avec Brassens et Ferrat. Alors la silhouette généreuse du barbu, fumant la pipe au coin du feu de cheminée, vêtu de sa chemise de bûcheron et du pantalon de velours côtelé qui va avec la chemise, reste dans les mémoires, justement, parce que nous étions au temps de la télévision noir et blanc. Il n'y avait qu'une chaîne, alors de toute façon, y compris le soir du 31 décembre, on ne pouvait pas se priver de l'émission de Claude Santelli, hein, qui plus tard fera le théâtre pour enfants, et de l'émission de Claude Santelli avec Jean-Pierre Chabrol au coin du feu. Reconnu, populaire durant à peu près 4 décennies, son œuvre est véritablement impressionnante, hein, dès qu'on le regarde de près. C'est-à-dire des centaines d'articles, des dessins, des caricatures de presse, 37 livres, des pièces de théâtre, des émissions de radio et de télévision, que j'en parlais, puis une longue tournée de spectacles comme conteur, dont on a gardé aussi quelques archives. Alors on pourrait en faire un touche-à-tout certes de génie, hein, mais si cette somme établit la souplesse, la pluralité, la prodigalité de son œuvre, on ne peut pas la ranger facilement. Hein. Moi, j'essaye on discutait avec quelqu'un d'Hervé Bazin, on discute d'autres écrivains populaires, en fait, hein, qu'on a même pu apprendre à l'école, mais il est un peu de ce même type mais on ne peut pas le ranger de la même façon, ni même que pour ceux qui sont familiarisés avec des écrivains du monde du travail, hein, je pense oui, mais le nom m'échappe tout de suite, donc j'oublie. Hein. Mais donc on ne peut pas le classer de la même façon, et encore moins, je le dirai tout à l'heure, mais comme écrivain régionaliste. Et donc, parce qu'il a tout de même, même si on ne peut pas la classer, il y a une forme de cohérence, tout de même, qui tient excusez-moi. Je parle de son ton, essayez. Qui tient au ton qu'il va utiliser à la fois à l'oral, à l'écrit, dans les contes, et ce qu'on va appeler le souffle
le souffle qui apparaît d'ailleurs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un grand balèze et qui utilise bien sa voix. Et je rajouterai par ses engagements, c'est-à-dire des engagements au pluriel. Alors donc, pour construire cette œuvre hein, que je commençais à évoquer, il a fallu au jeune Cévenol, fils d'une institutrice, d'un instituteur, devenu cagneux, et au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, il lui a fallu s'arracher véritablement des bras de sa mère, et quand je dis littéralement, c'est au sens propre, en 1944, pour rejoindre le maquis. On oublie souvent dans les biographies de résistants, de maquisards, l'instant du départ, c'est-à-dire on quitte la maison, on quitte soit pour certains l'épouse, la compagne, d'autres les parents, et c'est ce moment-là à quel point il va peser lourd, surtout, on a évoqué Marguerite tout à l'heure, hein, surtout quand l'issue est fatale et que ce moment-là va véritablement prendre un sens rétrospectivement important. Alors donc, lui, il a fallu qu'il s'arrache à ce milieu, les parents instituts, le lycée de Louis-le-Grand, pour rejoindre le maquis en juin 1944. Et au maquis, sa vie bascule d'une certaine façon. Hein, on voit que c'était quand même un enfant d'un milieu, avant la guerre, un milieu sans être privilégié, mais fils unique, ou élevé dans le cocon familial, et qui là arrive au maquis. On en parlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il en a souvent parlé dans ses bouquins. Et au maquis, il rencontre des ouvriers, il rencontre les mineurs, il est Cévenol, et on le sait, dans les Cévennes, on est aussi bien paysan que mineur, les deux à la fois. On a souvent été huguenots, et cette culture fabrique un type de personnage un peu différent des autres, et ces mineurs, ces ouvriers qu'il va rencontrer, certains étant des anciens des brigades internationales, des antifascistes allemands, qui jurent dans toutes les langues, déguenillés, affamés, armés de briquets de broc, lui font faire connaissance à la fois avec les idéaux de la résistance, mais la doctrine communiste, et pour commencer, par boire un bon coup de vin à même la bouteille que ses parents instituts ne lui avaient pas appris à faire. Et là, il rencontre ce qu'il appellera les miens. Et cette bascule, les miens, ça va être une nouvelle famille. On a l'habitude de le dire, Marguerite le disait, hein, la famille communiste à l'époque, comme le disait, mais lui, c'est pas nécessairement ça. C'est une famille ouvrière, engagée, dans le contexte de la résistance, et on sait à quel point ce contexte de la résistance va générer une véritable génération, c'est le moment de le dire, de la guerre. Alors donc, il les appellera les miens, une nouvelle famille, comme celle, quelques années plus tard, de sa fière épouse, une résistante elle-même à 16 ans, arrêtée, déportée à Ravensbrück et Corse. Et la famille qui va suivre, j'y vais à la louche, hein, vous le voyez bien, là, les décennies vont déblayer, mais la famille qu'il rencontre au moment de la Libération, ça va être celle du journal L'Humanité, dont pourtant il lui faudra se dépouiller avec l'aide de Georges Brassens d'un côté, de Louis Aragon de l'autre, c'est-à-dire ces deux piliers, ces deux pères culturels, on va le dire comme ça, et politiques, se dépouiller de certaines certitudes, de son attachement au Parti communiste de la Libération, pour s'en écarter en 1956. Et je parlais tout à l'heure de l'arrachement du milieu familial, mais c'est un véritable arrachement à nouveau, puisque le dit, tout le monde
Tout le monde met-il aussi longtemps que moi à tuer le petit garçon tel qu'il a été? Et là, on est en 1956. Alors, dès lors, il a franchi des étapes, hein, celle du journalisme, celle de l'écrivain. Et il n'aura de cesse que de regarder, observer, écouter, lire, rechercher, puis imaginer des histoires. Et c'est ainsi qu'il raconte avec émotion déjà la première partie de sa vie, les Camisards, puis vont venir les rebelles de toutes sortes, les petits, les laborieux, la piétaille, autant de personnages, de portraits surgis de ces carnets de dessin d'adolescents, de ces enquêtes comme journaliste, de ces reportages et de ces lectures, puisque, bon, là encore, on a vu tout à l'heure au travers de des classes prépa à Louis le Grand, il était destiné à devenir professeur, bon, il est doté d'une large culture littéraire. Alors le décor, c'est bien sûr la Cévennes, sa Cévennes, comme il dit, il ne disait pas les Cévennes, c'est la Cévennes, bien sûr, et les guerres, les luttes, qu'elles soient celles de la ferme contre le château, celles des mineurs contre les chefs mineurs ou les patrons de la mine, celles de la vigne, celles du maquis, que j'évoquais déjà tout à l'heure. Mais ça va être aussi celle de l'armée de Lattre, dans laquelle il va s'engager au moment de la libération, la guerre d'Indochine, à laquelle il ne va pas bien sûr participer, mais qui va être le creuset de son premier ouvrage, La dernière cartouche, hein, qui a pour contexte la guerre d'Indochine, le Saint-Germain-des-Prés de la Libération, puis viendront Paris et sa banlieue dans des années 50, la Commune de Paris, le Parti communiste des années de guerre froide, et ces divers bouts du monde où au travers de ses reportages, il écrira des textes très, très importants et très valeureux qui, eux, sont un peu oubliés puisqu'ils sont noyés dans des anthologies, dans des recueils de toutes sortes. Alors sa détermination à vouloir que par le biais de la fiction, les lieux de son enfance, puis le monde des années 50-60, puis 70-80 sortent du silence, que les sans-voix de toutes les époques ne demeurent pas dans l'oubli, son souci de les évoquer et de les penser à hauteur d'homme constitue un trait original, peut-être même l'unité de son œuvre. J'évoquais tout à l'heure le ton, qui a été une des unités, mais il y a aussi cette façon d'aborder les gens, d'aborder à hauteur ces personnages à hauteur d'homme. Et il est vrai que pour l'épauler, la vie va lui offrir généreuse des rencontres qui vont être décisives. J'ai cité tout à l'heure Brassens et Aragon, et il y a pire pour démarrer dans la vie. Mais ça va être Yves Montand et Jean Ferrat, Pierre Macorlan et André Chanson, le chanteur occitan Claude Marty et le mineur sévenol Francis Effernette, encore vivant et bien vaillant aujourd'hui à l'Est. Et il ne reniera jamais, quelles que soient ses réflexions sur la nature de ses propres engagements, il ne reniera jamais les expériences et leurs enseignements. Alors tout ça, ça va être autant d'amitié, d'éclats de rire, de combats fraternels, d'émissions de radio, de télévision, devenues mémorables et parfois scandaleuses, telle celle, je l'évoquais un peu tout à l'heure, de mars 1969, où il conduit le face-à-face Brassens-Ferrat, en présence de Jacques Brel, par exemple, hein, parmi d'autres. Il y a comme plateau, hein, ça tient la route, et au cours de laquelle son ami interprète de la montagne, dont Ferrat, va écoper d'une interdiction va se trouver blacklisté, comme on ne disait pas encore à l'époque, à la télévision française. Alors sa connaissance intime des Cévennes, de la Cévenne, va faire de lui, dès les années 60, un défenseur de ce que l'on nomme pas encore la ruralité, ce qui a pu lui apporter le privilège ou la malédiction d'être catalogué d'auteur cévenol, ce qu'il réfutera énergiquement, il avait tout à fait raison.
même s'il en est un peu fier, parce qu'à la fois il rouspétait quand on lui disait t'es un auteur sévenol, mais en lui-même il en était quand même un peu fier. Et même si le village de Chamborigot aujourd'hui semble parfois sorti d'un livre de Chabrol, tant ses descriptions sont hors le temps. Alors très rapidement, son éloquence populaire, parfois enflammée, sa parole fleurie, son parler fort, voire très fort, vont lui paraître le moyen d'être entendu, pas toujours avec discernement, parce que si l'introspection ne semble pas vraiment sa priorité, il cultive une lucidité qu'il affirme et qui ne faillira jamais tout au long de sa vie. Et si son œuvre est hautement politique, dans son désir de raconter, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire rebelle des peuples, il ne se contente pas de multiplier les points de vue. Il casse les hiérarchies, il traite d'égal à égal le petit peuple, ses héros, ses dirigeants. Et dans son panthéon s'invitent personnages fictifs au réel, mais surtout les chevriers, les mineurs et bien sûr les maquisards. Et quand il entrevoit la possibilité de tout ça, de tirer une expérience personnelle, un récit attendu, voire une fiction, il ne s'en prive jamais, j'ai dit, près de 40 romans, ça représente, d'appel à des images, à des récits, il ne s'en prive pas. Il en sort des textes d'amoureux de la vie, de ses 100 vies qu'il sait raconter, au moins à sa façon, parfois dénué de tact, on doit le dire quand même, mais pas dénué de vantardise. Alors, mon travail, c'est une biographie, à l'image de celle que j'ai fait précédemment, que certains ont pu ou en entendre la présentation et même lire. Et donc, il s'agissait pour moi de saisir Chabrol tel qu'en lui-même, d'aborder bien évidemment son œuvre écrite et orale. Moi, je tranche l'éternel débat, on a évoqué tout à l'heure, où on dit est-ce que l'œuvre éclaire l'homme éclaire l'œuvre et vice-versa. Pour moi, tout est bon à prendre. On en parlera demain puisqu'on va parler de biographie. Mais tout est bon à prendre pour essayer de comprendre une personne. Et si on puise dans ses relations amicales, dans ses relations familiales, ce qu'il a appris à l'école et ce qu'il a écrit, eh bien, c'est utile pour y voir un peu plus clair. Alors, mais il a fallu aussi, parce que comme il parle beaucoup, il sollicite beaucoup ses souvenirs, y compris familiaux, il m'a fallu essayer de détricoter toutes ces questions-là dans l'œuvre de fiction, justement, de ce qui relève au plus près du vrai, parce que quand on écrit la vie, eh bien, on tranche, on l'écrit. C'est pas des bavardages entre copains. Et on écrit quelque chose, et une fois qu'on l'a écrit, ça prend valeur de... Je dis biographie intellectuelle, c'est un grand mot, mais c'est pourtant comme cela. Il s'agit donc, surtout dans les relations familiales, dans les relations amicales, de ne pas graver dans l'écriture. C'est un peu pareil. Vous allez dire, il est un peu prétentieux, mais c'est quand même comme ça. Une fois qu'on l'a écrit, ça devient important, et de s'approcher le plus près possible de la vérité et de la familiarité avec l'œuvre. Ça a ouvert des pistes, bien sûr, largement complétées, mais aussi contredites par l'accès à des archives inédites, puisque il y a très peu d'archives accessibles dans les institutions, mais aussi grâce à la confiance de ses proches et par la rencontre de pas moins de 34 témoins. Et maintenant, j'en ai un 35e, alors 35e témoin de la vie de Jean-Pierre. Alors, l'image lissée d'un Chabrol d'Isère, à la voix chaleureuse qui fleure bon le terroir, par quoi j'ai commencé, mais aussi furibard, à la vie mouvementée, laisse ainsi deviner en filigrane les interrogations, les contradictions de l'homme qu'il fut, et lui dont il a su faire une œuvre. Et je vais laisser Catherine à me dire, à lire un passage d'un de ses textes qu'il a écrit, on pense, parce que je n'ai pas retrouvé la date, j'avais la coupure,
qu'il avait gardé lui, parce que dans ses archives, il a gardé des coupures de presse. Donc c'est certainement un texte qu'il a écrit en 1953-54 dans la presse de l'Union des jeunes filles de France, hein, c'est-à-dire l'équivalent féminin des jeunesses communistes. Et il l'a écrit dans le contexte de la fin de la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie qui montrait malheureusement le bout de son nez. Mon grand chéri, je t'écris tout de suite en revenant de la gare. Ton train roule en ce moment dans la nuit. Il t'emmène vers ces contrées inconnues de nous deux, vers ces pays que je ne peux même pas imaginer. Tu es grand, tu es fort, tu es intelligent. Je n'ai pas de conseils à te donner. Mais parce que je t'aime, cela me donne le droit de te dire, et le devoir surtout, apprends bien à te servir de ton fusil. Mais le jour où on te le fera charger, le jour où on te dira de tirer, fais bien attention dans quelle direction tu vises. Si cela arrivait, pense à moi. Alors, tu penseras du même coup que celui sur lequel on te demande de tirer a lui aussi quitté ceux qu'il aime, a lui aussi quitté une jeune fille. Presse lui aussi sur son cœur, à l'endroit même que ta balle peut trouer, la lettre d'une jeune fille qui a écrit avec ce même frémissement que j'ai dans le poignet en ce moment même. Avant de tirer, mon grand amour, ô toi qui es fait pour porter en moi la vie et non la mort chez les autres, réfléchis bien pour savoir si celui qui est en face de toi est bien ton ennemi et non pas l'ennemi de tes ennemis, c'est-à-dire ton ami. Je sais que ce sont là paroles bien lourdes pour une lettre d'amour. Mais n'est-ce pas aussi une façon de te parler d'amour que de te parler de l'avenir, de te dire, mon grand chéri, réserve-toi grand et fort pour moi. Aie sans cesse le souci de toi-même, de ta dignité d'homme, pour me revenir pur, lumineux, comme je t'aime. Bon, ben, on va peut-être faire intervenir notre ami qui connaissait. Tu veux dire un mot? Moi, j'ai connu Jean-Pierre Chabrol très ponctuellement, hein, parce que j'étais encore enfant quand lui est arrivé dans la famille Sévenon, dans le corps franc FTP du maquis de la Lozère. Mais par contre, je l'avais rencontré aussi sur les bancs du lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès, où en fin de semaine, quand nous étions invités, je n'entendais pas, la voix porte assez bien, non, oui, bon. Par contre, je l'ai rencontré déjà au lycée d'Alès. Moi, j'étais en 6e ou en 5e, je ne sais plus. Lui était en classe terminale. C'était Mathelem ou philo, voilà. Et il se trouvait là avec ses copains. J'en revois 3. Il y avait Méasson, il y avait QL, et qu'il a retrouvé plus tard dans le commando du maquis. Et nous étions invités, tous les élèves, en fin de semaine, à chanter « Maréchal, nous voilà ». Et inutile de vous dire que les grands, hein, c'est comme ça que je vais les appeler, ils étaient grands dans tous les sens du terme, que les grands, eux,
où chanter la Marseillaise et parfois quelques accents aussi de l'international. Voilà. Alors, j'ai retrouvé Jean-Pierre Chabrol quand il faisait partie du commando du maquis des Cévennes. Ils habitaient, si on peut appeler ça habiter, car ils se couchaient, la terre était leur couverture et le ciel étoilé, c'est l'inverse, leur couverture. Enfin, bon, et j'ai retrouvé donc Jean-Pierre Chabrol dans la commune de Mialet, au hameau de Luziès même, et où il venait de temps en temps prendre quelques repas pour se réconforter avec ses collègues. Il partait, ils avaient trouvé une voiture, la seule qu'il y avait dans la région, celle du mari de l'institutrice, Madame Cabanis, et c'est au volant de cette voiture qu'ils allaient faire des coups pas croyables. Toute la région les connaissait et ils terrorisaient les Allemands qui n'osaient pas s'avancer. Ils étaient à l'aise et ils étaient nombreux. Lorsque on apprenait qu'ils envisageaient, ils abandonnaient cette idée parce qu'ils avaient une frousse bleue du maquis. Bon, voilà, moi j'ai un souvenir ému de cette époque-là. Malheureusement, elle a été écourtée parce que le chef du commando, Edgar Giuseppe Bassotto, a été tué alors qu'il avait demandé à un milicien à côté d'Anduze, au petit village de Massiargatuech, de venir parler simplement. Il s'est présenté devant lui sans armes et lorsqu'il s'est trouvé à quelques mètres, le milicien a fait feu et ça a été fini pour le brave Edgar. Inutile de vous dire que le lendemain, il a été jugé par les compagnons qui restaient en vie et justice a été rendue. Voilà, je pourrais parler de cette jeune équipe après, bien sûr, moi je suis parti dans l'Aube, mais j'ai retrouvé des œuvres de Vielzeuf où il parle de son engagement patriotique, de son engagement politique, hein, lorsqu'il dit qu'ils étaient staliniens, mais que le stalinien n'était pas celui du Goulag, que le stalinien c'était celui de Stalingrad, qu'il saluait avant de partir, et c'était ça, je dirais même, la famille, avant qu'ils ne se séparent pour aller faire un coup dur, mettait sur le bord de la fenêtre une petite photo de Staline et de De Gaulle. Bien, on te remercie. Et on t'applaudit. Voilà. Non. Pour moi, c'est une grande partie de ma jeunesse, voyez, de mon enfance. Parce que j'étais tout jeune, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Voilà. Et lorsqu'il y avait conciliabule entre eux et la famille, on trouvait toujours quelque chose à aller me faire pour m'occuper à l'extérieur. Hein. On n'aimait pas tellement ma présence parce qu'on se dit si jamais on est arrêté, il parlera lui. Alors que les autres n'étaient pas disposés à raconter ce qu'il en était. Bien. Merci d'avoir bien voulu m'écouter. Merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure, Christian, de la difficulté qu'il y avait à quitter sa famille. Quand on entrait au maquis, nous sommes en train d'étudier avec un groupe la déportation et la résistance. Et on s'aperçoit
que de nombreuses personnes qui sont entrées dans la résistance, qui se sont fait arrêter, qui ont été fusillées, etc., les associations patriotiques ont ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on met en avant cet acte héroïque qui a consisté à entrer dans la résistance, à se battre, à se faire arrêter, se faire torturer, se faire envoyer dans différents camps de concentration. Mais ce qu'on oublie, c'est le caractère, toi tu l'as appelé familial, la famille, mais il s'est passé des choses épouvantables aussi, c'est-à-dire que des gens quittaient leur famille, et leur famille ne considérait pas le héros que nous célébrons aujourd'hui, qui est un véritable héros, par exemple Marguerite Buffard-Flavien, qu'on espère bien qu'elle aura enfin une rue à Voué ou quelque part, puisqu'elle a une avenue à Troyes. Ça crée dans les familles pas toujours des applaudissements. Ça pouvait aussi créer des tensions extraordinaires, ce qui fait que on pouvait considérer que le héros que nous célébrons pouvait être aussi celui qui a abandonné sa famille. Et après la guerre, il y a eu de nombreux divorces. Il y a eu... Donc la vie n'est pas si simple qu'on ne le croit. Et il faut célébrer les gens qui se sont battus pour défendre la patrie, mais il faut aussi considérer, et ça c'est peut-être le travail du romancier, le travail de Chabrol, le travail d'autres. Je te laisse peut-être dire. Oui, moi d'emblée, on s'en était déjà expliqué à plusieurs reprises. La mémoire, bien entendu, on cultive, faut entretenir, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, la mémoire. Moi, mon travail, c'est du travail d'histoire. C'est-à-dire que la mémoire, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu comme l'hommage que l'on fait quand on perd un des nôtres. Bon, il y a l'enterrement, il y a l'hommage, et bon, ce jour-là, on fait des beaux discours. Et on a bien raison de le faire. C'est pas du tout, je ne cherche pas du tout à opposer les choses. Mais moi, mon travail, c'est la biographie, c'est-à-dire c'est la vie de l'homme, de la femme, dans la complexité de ses engagements, de ses relations, etc., avec des limites que je me donne, bien entendu, mais qui permettent de répondre à ces... vous verrez par rapport à Jean-Pierre, par exemple. Il est d'une famille, les parents sont enseignants, mais pas du tout résistants. Ils ne sont pas collabos, certes, mais pas du tout résistants. Ils élèvent leur gamin, le petit Jean-Pierre, qui, compris lui, va avoir des incartades le temps qu'il est lycéen, dans des associations pétinistes, des choses comme ça. C'est comme ça. Et ils élèvent leur gamin qu'on élèverait... Ils sont en avance sur leur temps, en gros, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu comme ça. Mais le gamin, il faut des résultats à tout prix, il faut des très bons résultats, et ils ne ratent pas leur coup, puisqu'il est en classe prépa à Louis-le-Grand. Quand on est au lycée d'Alès, dont tu parlais, et qu'on est en classe préparatoire à Louis-le-Grand, il y a un bon dossier. Il y a un bon dossier, il y a un bon dossier scolaire. Donc, le summum de la réussite pour la maman, qui n'est pas facile, c'est une directrice d'école, le père aussi, eh bien, le summum de la réussite, c'est d'être professeur de latin. Et que son fils soit un écrivain, c'est un feignant. Elle le dira. On a Plus tard, il aura il aura des prix littéraires. Bon, il sera le Chabrol dont je parle, mais pour elle, non, il n'a pas réussi. Il n'est pas devenu professeur de latin. Et le fait qu'il s'engage dans la résistance, c'est pour elle un acte d'égoïsme. C'est-à-dire, il pense aux autres avant de passer à ses parents qui l'ont si bien élevé, qui l'ont cajolé, qui l'ont... Et donc, c'est une forme de traîtrise qu'elle fait à son milieu familial. Et il faudra du temps. Alors en particulier la libération, parce qu'en même temps, c'est un combat glorieux. Là, ces jeunes qui s'engagent, ils gagnent, puisque
Hein, on boute les Allemands hors de France. Jean-Pierre, lui, il va y compris jusqu'à participer à l'armée d'occupation en Autriche. Enfin bon, il fait le boulot, comme on va dire. Et donc, ils font partie de ceux qui ont gagné. Mais il faudrait vraiment apprendre l'ambiance de la libération pour que les parents finissent par comprendre qu'après tout, il avait bien fait d'aller au maquis. Et ils en voudront à sa première épouse, hein, je parlais, qui avait été déportée, elle, à Ravensbrück. Et en gros, bah oui, vous avez été déporté à Ravensbrück, mais nous, on a été privés de notre petit garçon chéri. Et j'ai des textes, moi, par rapport à ça. Ce qui illustre bien, qui illustre bien ce qu'expliquait Jean, et que ce n'est pas des éléments qu'on apporte au moment où on va parler de nos glorieux résistants, glorieux combattants. C'est pas pour mettre je vais dire, un bémol par rapport à leur gloire, mais c'est pour mieux comprendre la personne telle qu'elle est, et que je dirais que ça fait œuvre, moi, parce qu'à être trop glorieux, à être trop sans tâche, on devient inaccessible, même pour les jeunes. C'est que je serais incapable de faire un truc pareil. Alors que quand c'est un jeune comme... tu viens de l'expliquer, il est au lycée, ça commence par faire refuser de chanter la chanson de Pétain, 2-3 trucs comme ça. Et bien ça semble accessible, et puis c'est comme ça que ça commence. Et puis on avance, et un jour on monte au maquis, et c'est valable dans beaucoup de cas. Et je l'ai dit au passage, ceux qui avaient gagné, mais pensons à ceux des brigades internationales. Les brigades internationales, hein, jeunes ouvriers, il y en avait, hein, vous en aviez, jeunes ouvriers qui quittent la famille, qui quittent quelquefois les enfants, et qui vont combattre en Espagne, combattre le fascisme. Alors qu'en France, on parle de non-intervention, enfin, hein, et eux, ils partent. Ils reviennent, ils sont vaincus, puisque le fascisme, il gagne. Il gagne en Espagne. Et non seulement ils sont vaincus, mais la guerre va reprendre de plus belle un an après avec l'occupation. C'est pas si facile que ça à porter dans les familles. Hein. Y a-t-il des questions délicates ? La dame là-bas. Si. Alors, oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas être considéré comme un écrivain régionaliste, au même titre qu'on mettait Mauriac ou Giono comme écrivain régionaliste. Mais est-ce que ça, c'est pas... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en réalité, il est fait de sa matière, elle est aussi faite des Cévennes, comme la Provence avait fait Giono. Enfin, on ne peut pas considérer l'un sans considérer l'autre. Ils font bloc. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas être considéré comme un écrivain régionaliste ? Parce qu'en fait, dans le côté écrivain régionaliste, il y a le côté replié. C'est comme ça qu'il le vivait, oui, et qu'on a tendance à le vivre. Quand on voit dans les librairies où il y a la littérature, alors déjà, il y a le polar, commence à changer d'emplacement maintenant, mais les écrivains de la région, je ne sais pas, avec marqué régionalisme, enfin, il y a un truc un peu comme ça, les Anglades dans des coins. Suivant les régions, on y va et on voit, c'est les gars de la région. Et donc, Chabrol, c'est vrai, se nourrit, au même titre que Mauriac, avec l'Aquitaine. Bon, on pourrait en citer, vous venez d'en citer quelques-uns. Moi, je mets la barre très très haut. C'est comment il s'appelle, l'Américain, bon, j'ai des problèmes de... Oui, Faulkner. Faulkner qui, lui, décrit toujours la vie dans le même comté du sud des États-Unis, qui en fait des romans et des romans, mais dont l'œuvre, et je reviens sur Chabrol, a une valeur universelle. C'est-à-dire, on part vous savez, il y a un slogan aujourd'hui hein, chez les altermondialistes, c'est le moment, du local au global. Hein. C'est-à-dire que, de mon point de vue, ce que fait Chabrol, comme ceux qu'on vient de citer, c'est que ça s'enracine dans un territoire, mais sa valeur universelle. C'est-à-dire que les portraits qui sont faits, les sentiments qui sont décrits,
tous les enjeux de cette littérature, pour moi, ont une portée qui déborde complètement sa région. Et sur un aspect, par exemple, c'est la question des Huguenots. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les fous de Dieu ». Les fous de Dieu, qui parlent bien sûr surtout des Huguenots de son coin, hein, mais qui aborde la question des Camisards, la question je vais dire, par rapport à la religion catholique, c'est pas le séparatisme, c'est un autre nom, hein, par rapport à la religion, et qui déborde là encore largement les Cévennes. Vous voyez, c'est pour ça que je pense, il avait raison, lui, parce qu'en plus, il y a le deuxième livre qu'il a écrit, qui s'appelle, qui se passe à Palaiseau, qui existe encore aujourd'hui, hein, eh bien, c'est la construction d'un grand ensemble, les grands ensembles, hein, qui commencent à sortir de terre dans la banlieue parisienne. Il parle des jeunes du village, enfin de la petite ville. Il parle des constructions, des problèmes du logement, puisqu'il y a en même temps l'abbé Pierre, c'est la fameuse année où l'abbé Pierre mène le combat pour le logement. Il emmène là-dedans des questions politiques, des histoires d'amour, bien entendu, et ça devient une œuvre qui est lisible aujourd'hui, et tout, je voulais dire, si on fait l'effort, l'effort de la relier au contexte des années 50. J'évoquais tout de suite la dernière cartouche, qui est souvent oubliée, parce que la dernière cartouche, il sera réédité vraiment à la fin de sa vie, et il a un circuit de diffusion qui est celui du Parti communiste à l'époque, c'est-à-dire il bénéficie de l'aide d'Aragon pour écrire ce livre-là. Donc ça commence bien, on va dire. Et le thème de ce livre, c'est un jeune résistant, maquisard, qui habite à l'Est, et qui, vous savez, il y a des cas comme ça, hein, vous en avez peut-être connu. Les gars, ils sont au maquis, ils sont dans la résistance, arrive la libération, ils sont dans l'armée Leclerc ou dans l'armée de Lattre, ils n'ont pas grand-chose à faire derrière, on leur dit on continue les gars. Et on continue, on va en Indochine, parce qu'en Indochine, il y a les fascistes japonais qui sont toujours là, il faut les sortir d'Indochine. Et le personnage dont il parle est dans ce cas-là. Le gars, il est au maquis, et du maquis antifasciste, le voilà arriver en Indochine. Sauf qu'une fois qu'il arrive en Indochine, ça y est, les Japonais ont déjà été virés. Et qu'est-ce qu'il a au bout de son fusil? On revient à la lettre qu'a lue Catherine. Qu'est-ce qu'il a au bout de son fusil? Des maquisards vietnamiens. Et tout le livre est construit sur cette contradiction. C'est pire, c'est tragédie. Cette tragédie d'un gars qui était maquisard. Et quand on dit, ne te trompe pas, il était maquisard, et il part à la guerre pour soi-disant libérer son pays, car il a déjà été, enfin son pays, en plus l'Indochine, un pays, une colonie française, et il se trouve affronté. Et donc il fait son livre autour de ça. Il fait son livre autour de ça, qui rencontre, même si il est le premier à écrire sur ce sujet-là, qui fait déjà sortir le résistant de l'aura héroïque. Parce que ce gars-là, il était résistant, puis il se trouve quand même dans une situation... et qui le fait sortir de l'aura héroïque. Et là, dans le Parti communiste, les critiques ne sont pas que bonnes. Parce que ça ne se porte pas si bien. On aime bien à l'époque le pur, le gars pur, le pur héros sans tache dont on parlait tout à l'heure. Et il va rencontrer un grand succès quand même, puisqu'il va y compris traduit, comme c'était à l'époque, dans pratiquement toutes les langues européennes. Et ça va lui servir de marchepied, lui bien sûr, pour la suite. Mais quand je dis qu'il ne maîtrisait pas, c'est que c'était les éditions du Parti communiste de l'époque qui prennent tout en main, qui font la diffusion et tout. Et lui, comme auteur, il n'a plus qu'après assurer, bien sûr, des entretiens, enfin, comme je fais. Et voilà. Mais c'est une étape dans son écriture. Tu voulais dire autre chose, peut-être? Par rapport à la région de Dragon. Parce que l'écrivain régionaliste, je veux dire, Proust, c'est un écrivain régionaliste. Non.
D'ailleurs, il y a une hiérarchie que font parfois les critiques ou les maisons d'édition. Parce que c'est une question d'enfermer. Je suis d'accord avec vous, c'est l'enfermé que dit régionaliste. D'ailleurs, on voit bien encore un gars comme Anglade, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrit justement à peu près dans le Forest, tous ces coins-là. Il est vraiment, on va dans les maisons de la presse, il y a des rayons d'Anglade, et on va ailleurs, il y en a pour tout ça. Des questions encore? Pas grand-chose de plus, si ce n'est que les Cévennes, c'est quand même une région à part. Hein, le devoir de mémoire, la tradition, elle se perpétue certainement plus facilement que dans n'importe quelle province française, hein, ne serait-ce que par les massacres qui ont eu lieu pendant les guerres de religion. La plupart des villages ont été rasés à cette époque-là. Hein, alors, lorsqu'il a fallu s'enrôler contre le pouvoir qui était celui qui avait favorisé l'arrivée de l'ennemi, il y avait unanimité. La plupart, bon, c'est une anecdote, la plupart des habitants de ces vallées cévenoles étaient des gens de gauche. Hein, ils qualifiaient de droite les gens du Parti socialiste. Quand on était socialiste, pour eux, on était de droite. Hein, alors, voyez-vous, c'est un peu particulier. Hein. Alors, inutile de dire que, bien sûr, les choses ont beaucoup évolué et changé. Je vous remercie de votre... Vous n'êtes pas nombreux, mais il y a la qualité. Voilà. Et merci à Christian Langeois. Et vous avez vu nos rendez-vous, vous lisez notre lettre, vous nous faites signe quand vous, surtout pour l'Assemblée Générale, essayez de nous envoyer un courriel pour dire que vous venez. C'est simplement pour comment on va vous recevoir, la façon de vous recevoir. Voilà. Et puis vos avis aussi sur notre avenir. On veut savoir ce que vous pensez de notre université populaire. Merci. Au revoir.